officials are ready. The players are ready. Skypark Podcast. Undisputed number one attraction, the pound for pound superstar. Pour vivre basket, il faut penser basket. It's all over! Unbelievable! Allô. Monsieur Cécile Diop, Ouais. Ablaï au mic avec Jordan Gonzalez. Salut Thomas. Salut les gars. Ça va Thomas? Ouais, ça va très bien, merci. On dirait que tu as souffert à l'entraînement là. Non, tranquille. Bon Thomas, merci d'avoir accepté l'invitation. Ah, pas de problème. On voulait prendre un petit peu de tes nouvelles parce que tu as été blessé à un moment et là tu es en train de revenir progressivement. Et puis on voulait en profiter par là même, tu vois, pour faire un petit point sur ton parcours. Alors Thomas, Yes. explique-nous déjà comment tu es tombé dans le basket. Je sais que tu as commencé très tôt à Mérignac, si je dis pas de bêtises, Ouais, c'est ça, ouais. à l'âge de 5 ans. Qu'est-ce qui t'a amené au basket? Bah, c'est ma mère, tout simplement, qui était entraîneuse, qui a joué avant, qui était entraînée au basket à Mérignac. Et un jour, elle m'a dit, il manquait des joueurs. Elle m'a demandé, je faisais du foot avant. Le foot, comme tout le monde, Et elle m'a dit, on a besoin de joueurs, tu veux jouer? Je dis, pourquoi pas? Et puis, ça s'est bien passé, donc j'ai plutôt accroché. Et j'ai commencé à l'âge de 5-6 ans. Mon premier match, entre guillemets, ou plateau, je sais plus comment on appelle ça quand t'es petit, mais j'ai commencé comme ça à Mérignac avec ma mère. Ta mère, c'était une joueuse de haut niveau ou elle jouait juste au basket? Elle a joué en National 2. Ah ouais, d'accord, ok. Donc, Après, je sais pas exactement ce que ça vaut par rapport à cette année, mais je crois que c'est de la deuxième division qu'elle a fait. ah ouais, Elle a joué au JSA, ouais. Donc c'est pas mal. Ouais, c'est bien, c'est très bien même. Donc c'est une histoire de famille alors à la base. Ouais, c'est histoire de famille. Donc raconte-nous à Mérignac comment ça se passe. Ça se passe plutôt bien? Tu progresses assez vite? Ouais, tout se passe bien. Bon, j'étais un joueur costaud, très gras, une petite bouboule, mais bon, ça. On va diffuser les photos pour que les gens se rendent compte. Non, c'est bon. Mais il y avait voilà. Il n'y avait pas encore Herbalife. C'est ça, ouais. Et j'étais plus jeune parce qu'en fait j'avais commencé, et je crois que j'avais pas l'âge pour jouer. Donc je devais avoir 5 ou 6 ans et je crois que c'était avec les poussins que je jouais. Donc je devais jouer avec les gens qui avaient 2 ans de plus que moi. Ouais. Et vu que j'étais grand déjà, ça se passait plutôt bien, tout ça. Et puis je partais en Benjamin au GSA. Et ouais, parce que c'était en fait, quand on a fait des sélections départementales, il y avait 3 ou 4 joueurs. Il y avait Alexandre Bia. Puis maintenant, il y en a d'autres qui ont un peu arrêté. Mais il y avait 3 ou 4 joueurs qui dominaient en fait ma catégorie. Mais j'avais jamais joué dans cette catégorie-là, vu que j'ai toujours été surclassé. Et donc, il y avait un bon projet qui s'est monté. Donc je suis parti au GSA parce que voilà, il y avait un bon projet qui se montait entre guillemets. Et puis, ils voulaient jouer en le top Benjamin, quoi. Donc, on a tout gagné. On a terminé ma première année où j'ai été, donc Benjamin 1. On a perdu en finale région. Okay. C'est comme ça. Et on a gagné Pomarès sur notre deuxième année. Donc Benjamin deuxième année, voilà. Est-ce que tu regardais déjà les matchs NBA, etc.? Non, pas vraiment. Franchement, vraiment pas vraiment. Même je passe France, pas du tout. NBA, pas vraiment, un petit peu parce qu'on est dedans, voilà, on en parle avec quand t'es jeune, t'en parles beaucoup. Même si avant on avait beaucoup moins les moyens de le voir, on en parlait quand même un petit peu, mais sans plus quoi. J'avais quelques idoles, T-Mac, Iverson, j'avais le maillot. Je me souviens, voilà. Après on regardait, on regardait quand on pouvait quoi, parce que évidemment c'est pas comme aujourd'hui quoi. Ouais, aujourd'hui on peut voir partout, c'est clair. Donc après voilà. Et là, Minime, donc directement Minime France, toujours au GSA, toujours ce problème un peu de poids, donc j'ai été lent, je compensais un peu avec ma technique, mais tout se passait bien, on a fait une saison assez correcte. Et donc sur ma deuxième année Minime, on a réussi à faire une grosse saison et partir au triangulaire, ça s'appelait, donc on était dans les 6 meilleures équipes de France, entre guillemets, en minime, deuxième année. Donc, toujours avec Alexandre Bia. Bon, après, il y avait Elie, Marty,
Bon, après, il y a beaucoup de gens qui ont arrêté le basket. Enfin, Ouais. il y avait Ati aussi, Ati Mbassi. Eli, c'était Et, Eli Okobo qui avait avec toi? Non, Eli Okobo, il est beaucoup plus jeune. Hein. Ah, il est plus jeune que toi. Moi, je suis 92, donc Eli Okobo, il est 95. Non, 97. D'accord. Ouais, il est jeune. Hein, et... Tu pourrais être son père. Oh. Il est limite. Limite. Et donc voilà, on a terminé dans les six meilleures équipes de France. Et donc pendant que j'étais en minime, j'étais aussi au pôle espoir. Donc là, c'est vrai que ça devenait un peu plus sérieux parce que c'était entraînement tout le temps, entraînement tous les soirs, et puis on jouait le week-end avec les GSA. Et donc là, c'est vrai que ça te met un peu plus dans le moule, et puis tu te dis pourquoi pas aller au centre de formation. Ouais. Donc là, en sortie Qui aimait le premier l'idée d'aller tester au centre de formation? pour moi. Ouais. Qui en parle en premier? En fait, voilà, j'étais avec Alexandre. Et Alexandre, c'était le top joueur, l'un des top joueurs de la génération Ouais. en France. Il était déjà assez connu, tout ça. Et puis t'as les sélections départementales, régionales et nationales par la suite. Mhm. Et lui, il avait déjà fait avec un an à l'avance les sélections nationales. Donc il était genre dans les 30 meilleurs joueurs de France avec un an d'avance. D'accord. Et donc évidemment, les projecteurs étaient sur lui, et puis tu sais, lui nous racontait un petit peu comment ça se passait. Donc nous, l'an d'après, quand c'était notre année, on s'est dit on va essayer d'y aller. Bon, j'ai pas réussi à aller au regroupement des 30 ou 40 meilleurs de France, mais c'est vrai qu'on parlait de centre de formation, lui allait faire des tests à Cholet, tout ça, et puis vu que je progressais, je me suis dit pourquoi pas moi aussi essayer de trouver un centre de formation, quoi. Et donc là, il y a eu les finales nationales. Donc en gros, voilà, le TIL, donc tournoi interligue, Ouais. et on a gagné. Donc on a été en national. Donc sur le point de vue national, et on a terminé 3e. C'était à Lille en plus. C'était dans la salle où je joue maintenant. Coïncidence de fou parce que la salle a changé, mais en fait j'avais des images de la salle, mais elle a complètement changé. Donc mais c'était bien ici. Quand je suis arrivé, j'étais un peu choqué. Donc on a terminé 3e, et j'avais fait un gros tournoi, et là j'ai eu des propositions. J'avais eu, je crois, le Valois, le Havre parce qu'il y avait Pierre, non, qui était pas, Babacar était au Havre et Ahmad était au Havre. D'accord. Je dis pas de bêtises, et puis on avait fait une petite relation comme ça. Donc il y avait le Havre aussi qui était un petit peu intéressé, et donc Le Mans. D'accord. Et ta mère, comment elle a réagi d'ailleurs, ta mère? Elle était plutôt contente ou oui, elle a été contente après. Elle était contente parce que ça se passait bien à l'école quand j'étais au pôle espoir. Donc évidemment, voilà, je suis dans le basket, elle était dans le basket, donc c'est vrai qu'elle était contente de voir son fils réussir entre guillemets à avoir un centre de formation déjà. Être épanoui au niveau du basket, mais aussi au niveau de la scolarité, quoi. Tout se passait bien, donc elle était vraiment contente de ça. Et Thomas, excuse-moi si je suis indiscret, mais tu nous parles pas de ton père? Mon père, je l'ai connu à l'âge de 16 ans, 15 ans, 16 ans. Donc j'ai grandi avec ma mère. Ok, d'accord. J'ai grandi avec ma mère, mon père, je l'ai connu beaucoup plus tard. Donc évidemment, c'est donc à ce moment-là, j'ai grandi avec avec ma mère. Ouais. D'accord. Et c'est pour ça. Voilà, donc après par la suite je devais aller à Limoges. Finalement, ça s'est pas fait avec Le Havre. Ils voulaient faire un espèce de un prêt. Tu restes au JSA 1 an, tu t'épanouis et tu viens au Havre après. Mais c'était un peu bizarre tout ça. Et donc ça c'était avant le TIL. Et donc je devais aller à Limoges, et finalement voilà, le TIL s'est passé, Le Mans m'a contacté, ils m'ont dit viens faire un test. Et il s'est avéré que le test, j'étais quand même passé dans l'eau, je me sentais bien, j'ai mis des paniers, j'ai fait des bonnes défenses sur 3 jours. J'y ai été. Et c'est la première fois où j'ai vu Negueba Samake. Tu t'es dit, est-ce que c'est possible d'être comme ça? Est-ce que c'est possible d'être un humain comme ça, c'est ça? Je sors de Bordeaux où je m'amuse avec mes potes, et là on passe un peu plus au sérieux. Je me dis bon, je suis sans formation, et la première personne que je vois en arrivant sur formation, c'est Negueba. Et là, je me dis quand même. Dis aux gens qui nous écoutent pourquoi.
Déjà, qui est Negueba? Parce que moi, je sais pas du tout de qui vous parlez. Negueba, c'est un grand basketteur de 1m10, costaud, costaud et puis impressionnant physiquement, quoi. Ah ouais. Donc moi j'arrive un peu bouboule en me disant je vais m'entraîner, je vais au Mans parce qu'évidemment quand j'ai eu mon test au Mans, j'étais l'un des seuls qui a eu un test dans une grande centre de formation du pôle espoir. Donc c'était Thomas il va au Mans, tout ça. On m'a expliqué un petit peu ce que c'était le Mans, l'historique et tout. J'ai dit quand même. Et donc quand j'arrive et que je vois ça, je me dis attends, comment je vais faire pour m'entraîner, comment je vais faire pour jouer? Mais finalement, c'est bien passé, et surtout que le premier entraînement qu'on fait, on fait un peu de shoot et tout. Sauf que Negueba, il a un petit shoot, il shoot poste haut tout ça, et il était meilleur que moi sur les séries. Donc je me dis, attends, il y a un problème, le gars, et comment je vais faire? Et finalement, après, les 3 jours se sont bien passés, ils m'ont rappelé, et ils avaient pas de joueurs de mon âge. Et voilà, évidemment, cette formation essaie d'avoir un petit peu tous les âges, chaque année, 1 ou 2, et là, ils avaient rien trouvé. Donc ils se sont dit pourquoi pas vraiment j'ai été intéressant sur les tests, tu viens et puis on voit comment ça se passe. Donc d'un coup je me retrouve au Mans. Donc super content. Donc là c'est là où la galère un peu a commencé. Donc c'était Thomas, faut que tu perdes du poids. Thomas, faut que tu deviennes faut que ton corps change parce que si on veut te faire devenir un basketteur, ça sera pas comme ça. Donc là, pourquoi? Parce que t'étais gourmand de nature ou c'était juste ta fille? Ouais, t'étais gourmand de nature. Toujours gourmand, ouais. Okay. Gourmand, je mange tout ce qui se passe, ouais. Super gourmand, ouais. Ouais, j'abusais. Je me rends compte que j'abusais vraiment. Maintenant, je le paie. Et donc voilà, c'était courir après les entraînements. C'était, tu finis l'entraînement, il faisait 0 degré, je devais courir 10-15 minutes pour rentrer au centre pour éliminer ça pendant 1 an. Et je peux te dire que ça te traumatise, tu vois, un petit peu. Ouais. Après c'était bien pour moi, ou faire du vélo après l'entraînement dès que c'est fini, au lieu de m'étirer ou de continuer à shooter, faire du vélo, tout ça. Donc là c'était un petit peu compliqué cette année-là. Et puis je suis arrivé pour jouer en KD France, KD Région. J'ai pas beaucoup joué en KD France. Il y avait une grosse équipe et puis voilà, 3 ans cadet, t'avais Negueba dans l'équipe, t'avais des hommes dans l'équipe, donc évidemment je jouais pas, donc cadet région là où tu pouvais te rassurer. C'est plutôt bien passé et là tout s'est accéléré en 2e année. Sur ma 2e année en fait, il y a eu que des blessés avec les espoirs, donc moi j'étais cadet et en fait je suis arrivé en cadet, j'ai fait un super premier match, sachant que je me suis blessé tout l'été. Une fracture au pied, je suis arrivé 1 semaine avant la reprise et puis j'ai mis 20 points, tout s'est bien passé et là les espoirs étaient blessés, donc ils m'ont dit Thomas il faut que tu joues en espoir et finalement j'ai joué 20 minutes de moyenne en espoir sur ma 2e année cadet plus les cadets où on a terminé vice-champion de France. Donc là tu rentres plus dans le moule, tu te dis ça commence à être bien quoi. Et la 3e année cadet, on est champion de France avec les cadets. Et on termine peut-être 2e avec les espoirs. Donc là, je commence un petit peu à m'entraîner avec les professionnels. Un petit peu avec les professionnels. Donc puis vu qu'on a été champion de France et Coupe de France, on rentre un peu dans l'histoire du Mans. T'as appris à ce moment-là à connaître un petit peu le basket français parce que tu le suivais pas du tout. Ouais, voilà, c'est quand je suis arrivé, donc c'était Euroleague aussi, il y avait l'Euroleague. Je connaissais pas du tout, vraiment pas quoi. Quand je suis arrivé, c'était un peu la découverte du basket, vraiment quoi, du basket professionnel. Donc je me suis intéressé évidemment et après ça m'a séduit de voir des grands joueurs parce que l'Euroleague, tu vois des joueurs qui jouaient l'an dernier, enfin l'année d'avant en NBA tout ça, donc tu te dis ah ouais quand même, et tu vois le niveau des gars, tu te dis wow, c'est la folie. Donc et là tu t'intéresses vraiment, tu regardes les joueurs, tu regardes un petit peu ce qu'ils font, comment ils travaillent et tout. Et donc après ma 2e année espoir et la 3e année espoir, donc
c'était compliqué parce que ça fait déjà 4 ans que tu joues en espoir. T'as 20 ans, tu t'entraînes avec les pros tout le temps. Tu joues 2 minutes par-ci, 2 minutes par-là. Après, t'es avec les espoirs, mais bon, avec les espoirs, ça part en un contre un tout terrain, et puis c'est beaucoup moins organisé que ce que tu prétends. Ouais. Et toute l'année compliquée, très compliquée. Tu sais pas trop où te mettre. Donc bon, tu t'essaies de bosser de ton côté. Et là, on arrive fin de ma 3e année espoir, 21 ans. Ça y est, tu vas passer senior. Qu'est-ce que tu fais? Et là, j'étais à 13 points, 5 rebonds, 2 passes. Donc très bien. Et puis ça depuis 2-3 ans. Sauf que quand tu sors d'espoir, t'es personne. Donc je devais signer à Saint-Brieuc en 1 an avant qu'il fasse fight. Ouais. Et au dernier moment, il y a Lille qui cherchait un jeune. J'ai signé pro. J'étais obligé de signer pro dans tous les cas, c'est signé quelque part parce que j'avais déjà 21 ans. T'avais pas eu d'autres propositions? Non, rien du tout. D'accord. Ça t'a surpris, ça? Tu tombes de 10 étages. Ah ouais, d'accord, ok. Tu pensais que t'étais quand même observé et tu pensais que tes performances, elles avaient marqué les esprits, mais... Si, j'avais eu JSA. Les JSA. D'accord. J'avais eu les JSA, mais voilà, c'est JSA. J'ai eu un seul coup de fil. Un seul coup de fil pour me dire un petit peu le projet. Voilà, on compte sur toi. Par contre, ce sera le salaire. On compte sur toi pour être un joueur majeur. Par contre, ce sera le salaire minimum. Mais on compte sur toi pour être joueur majeur, tu vois. Et puis, j'en ai un peu parlé avec ma mère et tout. Et je me suis dit, c'est peut-être pas le bon moment de revenir maintenant se lancer. Pourtant, c'est vrai que c'était une solution mais les paroles en fait m'ont pas rassuré quand j'ai eu au téléphone. Donc je me suis dit non, c'est pas bon. Qui t'avait appelé? Je me rappelle plus. Franchement, je me rappelle plus. Mais ça a aucune importance, mais c'est vrai que ça m'a vraiment pas séduit, quoi. Et puis surtout que 2 ou 3 jours plus tard, on m'a rappelé pour me demander si j'avais pris ma décision parce qu'il fallait qu'il avance dans le recrutement. On était en mai. Ah d'accord. Donc au bout d'un moment, quand on me dit ça et qu'on compte sur moi entre guillemets, sachant que je vais prendre le salaire minimum, donc je vois pas en quoi c'est très important d'avoir ma réponse rapidement, quoi. Ouais. Bon, ils ont fait une boulette de com là, ouais, effectivement. Donc voilà pourquoi j'ai pas été, mais sinon j'ai eu que Saint-Brieuc, j'ai eu le coach, c'était un coach formateur qui était à Pau, Denis Mété, qui m'avait appelé, qui m'a dit je vais te faire bosser. Et finalement voilà, Lille, il y a eu Fosse-sur-Mer. Voilà, le coach qui m'appelle, qui me demande Thomas, comment tu joues, je lui explique tout, il me dit ok, je te rappelle, plus jamais de nouvelles. Okay. Donc bon, c'est comme ça, t'as malheureusement. Eu des petites touches, mais rien de vraiment concret. C'est Lille qui arrive avec quelque chose de concret. Ouais, il y avait rien du tout, à part Lille à part Lille à la fin, mais Saint-Brieuc et Lille à la fin, mais sinon il y avait rien du tout de concret. D'accord. Et puis ce qui est dur, c'est de se dire, tu tâtes un peu avec les proies, t'as fait un petit peu de rentrée en espoir. Bon, t'as été un joueur dominant, t'as gagné des titres, et te dire qu'il y a pas de place. T'as fait tout ça et il n'y a pas de place. Ça t'a découragé à un moment? Franchement, non. Mais c'était un stress permanent, quoi. Se dire, qu'est-ce que je vais faire l'an prochain? Et se dire, j'ai quel niveau réellement? Ouais. Qu'est-ce que je vaux, quoi? Est-ce que je vais finir pro? Est-ce que j'ai fait tout ça pour rien? Et je pense que c'est ça un petit peu le plus frustrant, se dire. Et c'est dû à quoi, tu penses ça? C'est le système de formation qui. C'est la passerelle en fait entre les jeunes et le monde pro qui est pas. Ouais, il y a un fossé en fait. Entre le niveau espoir et le niveau, franchement, à partir de N1, même maintenant N2, parce que ça devient vraiment fort. L'espoir c'est de la N3, quoi. Je pense que c'est de la N3. Et puis comment dire, t'es dans le moule, on va dire. T'es avec le staff. Enfin, il y a tout qui est pour toi. Ouais. T'es bien accompagné, tout ça. Et puis tu te dis, c'est comme ça partout. Ah, t'es trop couvé. C'est comme ça partout. Tu vas dans des beaux hôtels, tu manges bien, tout ça. Et finalement, tu te dis que tu vas redescendre en Pro B N1 ou N2.
non, c'est pas possible. Moi, c'est Pro B minimum. Après, je remonte en Pro A 2 ans après. Ah, ouais. Tu vois, c'est ça dans ta tête, mais finalement, c'est pas du tout comme ça. Et c'est vrai que c'est un petit peu, c'est de plus en plus dur. Je me plains, mais les joueurs d'aujourd'hui, pour trouver un contrat rien qu'en Pro B, voire en 1-1, c'est très très compliqué. Hein. Même en dominant en espoir. Hein. C'est vraiment très compliqué. Hein. Il faut avoir avoir du talent. Il faut faire le taf sur le terrain, mais il faut avoir beaucoup de chance. Beaucoup de chance, avoir un coach qui, un petit peu comme Elie, hein. Elie, il avait le talent, il avait tout. Il a eu de la chance d'avoir un coach qui lui permette de s'épanouir, de le faire jouer, de montrer ses qualités. Mais parce que Thomas, hein je voulais te faire réagir au sujet d'une personne que tu connais bien. Tu connais bien Henri Cahudi. Tu as joué avec lui. Ouais, c'est un très bon pote. Mais qu'est-ce que tu penses justement quand tu vois que Henri, à 26 ans, il a décidé de prendre sa retraite, donc pour des raisons familiales, mais dans le message qu'il a fait passer, c'est aussi et beaucoup parce qu'il considère qu'en France, au niveau de l'élite, on ne donne pas vraiment sa chance aux plus jeunes et qu'on va favoriser peut-être le mec qui a le plus gros salaire, etc. Et on ne permet pas aux jeunes de se développer. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi ? Moi, je pense que il a été malin. Bon, c'est un bon ami, je sais pourquoi il a dit ça. Mais je pense, déjà, il a dit ça parce que un peu de frustration, c'est vrai. Dans les clubs, malheureusement, t'as quelqu'un qui est payé 2 ou 3 fois plus que toi. Si le gars est pas performant, soit il est coupé, soit avant d'être coupé, il faut qu'il soit performant. Donc pour l'être, il faut qu'il soit sur le terrain. Ouais. Non, parce que on se vend pas, on n'est pas des valeurs marchandes comme au foot. Mais comment dire, vu qu'il est payé plus, il faut qu'il soit sur le terrain. Mais quel est l'intérêt de le mettre sur le terrain juste parce qu'il est payé plus ? Tu vois, si à la limite derrière on pouvait l'échanger ou le vendre, je pourrais comprendre, mais là je comprends pas. T'as tes coachs. Ouais. T'as aussi les dirigeants. Ah, ok, d'accord. Là, je te comprends mieux. Ça veut dire que c'est un tout. Okay. Le coach, des fois, il va dire non, je le mets pas. Par contre, si ça marche pas, tout repose sur lui. Si le coach, il le laisse sur le terrain, il fait de la merde. Oh, arrête de faire de la merde, joue comme ci, joue comme ça. Ouais, c'est pas le coach qui va se faire couper. C'est peut-être le joueur. Ouais, je comprends. Après, le gars, il est là, il est payé ce temps, donc il est censé faire ça. S'il fait pas ça, il va être coupé. Mais sauf que pour gagner son temps de jeu, c'est la guerre. Tu vois, et puis c'est pas censé être, si moi je dois tourner à 15 points de moyenne, je dois être le score de l'équipe. Si j'amène 5 points et 5 passes, c'est pas ce que je dois faire. Ouais, c'est pas ce qui est attendu. Donc évidemment, il va avoir un problème. Mais pourquoi tu penses que Henri il a été malin ? Parce que tu vois, c'est quand même sa passion, le truc qu'il fait depuis tout jeune, qui met derrière lui. C'est que au fond, il y a vraiment quelque chose qui colle pas. Enfin. Après, par rapport à Henri, c'est pas par rapport au système, c'est plus par rapport à sa vie privée que ça s'est passé. Mais c'est vrai que c'est assez frustrant en fait parce que t'as l'impression que les gens ils vont s'entêter à prendre des étrangers. Il y a des étrangers qui sont très bons, très sociables. Voilà, tu vas pouvoir parler avec eux, tu vas avoir vraiment des potes quoi. Mais t'en as d'autres, ils viennent toute l'année, ça va être que pour eux, que pour leurs stats. Des mercenaires. Et quand ils sont mauvais, ils restent, voilà, ils s'en foutent. Tu vois, quand tu perds et qu'ils font des bons matchs, ils sont contents. Et c'est ça aussi qui frustre un peu parce que tu te dis, toi t'es là, t'essaies de parler de cohésion d'équipe, tout ça. Et il y en a qui, entre guillemets, pensent beaucoup plus à eux qu'à l'équipe, même si le basket c'est un sport collectif mais aussi individuel, faut le dire. D'accord. Alors, on revient plus précisément à toi. Quand tu décides de signer à Lille, en toute honnêteté, au début, tu te dis pas où je vais, parce que pour moi, Lille c'est le froid. Tu vois. Tu te dis pas ça honnêtement, Thomas ? Quand je signe à Lille, je me dis, ok, je suis en Pro B. J'ai trouvé un truc en Pro B. J'ai regardé l'équipe, je connais personne parce que évidemment j'étais Pro A, je regardais que la Pro A et la Pro B je regardais pas du tout. Ouais. Donc je me dis ok, mon but c'est d'essayer de faire un truc quoi. Sachant que ce que j'ai oublié de te dire c'est que avec Le Mans,
j'étais bien avec les pros. En fait, tout se passait bien, tout ça, sauf que je jouais pas. À l'entraînement, j'étais bien. En Coupe d'Europe, ils me faisaient jouer tout ça. Et donc, ils pensaient peut-être à me re-signer, mais c'était vraiment que des pensées. Donc, ça jouait entre moi, Henry, Kaudi et un autre Kevin Mendy. Et ils ont dit, on en garde 1 sur 3 ou 2 sur 3 selon les Coupes d'Europe. Et finalement, ils en ont gardé qu'1 sur 3. Et moi et Henry Kaudi, on est partis. Et donc là, je me suis dit, voilà, j'arrive dans un terrain inconnu. À Lille, Lille, on m'a dit qu'il faisait que pleuvoir, il faisait froid, mais par contre les gens étaient chaleureux. Donc je me suis dit ouais, ben voilà, j'y vais, c'est ma première expérience, j'y vais à fond et puis voilà. Sans avoir peur parce que je me suis entraîné avec des internationaux, j'étais contre Charles Kaudi tous les jours à l'entraînement, Papsi, Max Cougar. Donc je me suis dit j'y vais, je donne tout et puis on verra ce qui se passe quoi. Et j'arrive blessé. Donc j'arrive tout l'été, j'avais eu donc en fin d'année avant de signer à Lille, là, ou je me suis pété le doigt, ouais. Et l'été, j'ai fait attention, sauf que j'ai fait attention, j'ai voulu reprendre un peu trop tôt, mon doigt s'est refragilisé. Et puis je suis parti en vacances, un petit m'a tapé dans le doigt, paf, refissure. Donc je fais 2 mois sans basket. Et j'arrive à Lille avec un gros strap au doigt. Heureusement que c'est la main gauche, le doigt gauche. Et donc là, un peu compliqué à recevoir les ballons et tout. Mais bon, ça va. On commence l'année, on perd tous les matchs de pré-saison. Et là, il se fait couper et on perd 7 matchs d'affilée. Ah ouais. Donc des débuts... catastrophique quoi. Catastrophique. C'était Abdou Ndiaye. Donc il a coaché des grandes équipes féminines. Je crois qu'il a été même champion d'Europe, si je dis pas de bêtises. Il a coaché aussi l'équipe du Sénégal au basket. Et donc c'était un grand coach. Après les gens aimaient pas, moi j'aimais plutôt bien, il me faisait un petit peu jouer, j'étais content. Après en termes de tactique, tout ça, c'était un peu plus compliqué, mais bon, chacun ses avis. Et donc là, on change de coach, l'assistant, il passe coach, et on gagne le premier match où il est là. Et puis je joue 20 minutes. On gagne de 30 points, et puis voilà, moi je suis un joueur hargneux, tout ça. Il voulait de la défense, il voulait du combat. Et je me suis battu comme un fou, et puis on a réussi à gagner. Et là, c'est parti pour jouer 15 minutes, 20, et puis après sur 3 matchs, je joue 25 minutes de moyenne. Donc lui, il te fait vraiment confiance. Ouais. Donc là, je me dis, ça y est, c'est parfait. J'arrive, 25 minutes de moyenne, et puis voilà, je faisais quelques points et tout. Bon, j'étais présent quoi, points, des rebonds, tout ça, c'était plutôt bien. Et on gagne le match, tu vois, on gagne. Et là, il y a un match où il me dit... Donc là, j'ai joué 25 minutes. Et sur le dernier match, donc on gagne 1, on en gagne 3. Et sur le dernier match, on perd en prolongation. Et là, sur 6 matchs, il me fait jouer 25 minutes. Sur les 6 matchs. Donc 2 minutes, 3 minutes, 1 minute, 5 minutes. Et je vais le voir et il me dit Thomas, t'as pris la grosse tête... je sais pas, tu te comportes comme un vieux, tu joues au ralenti, la tête haute. Donc moi, je lui dis, je comprends pas ce que tu me dis. Autour de moi, personne m'a rien dit. Enfin, je trouve que j'ai pas changé, je travaille toujours autant, tout ça. Et le gars me dit, ok, bon, faut que tu te remettes dedans. Donc je me remets dedans. Le match d'après, je joue 0 minutes. Et puis finalement après 2 matchs après, je fais mon meilleur match. De cette année-là. Je crois que j'avais fait 20 dévals et on gagne le match. Et parce que là, il te refaisait jouer à nouveau. Non, je sais pas. Il s'est dit bon, j'ai mis quelques points, donc il m'a laissé. J'ai fait mon meilleur match en 14 minutes, je crois. Donc il était content, tout ça. Il m'a pris dans les bras et tout. Et donc après, toujours assez compliqué, il me refait pas jouer. Un jour, il a inventé un petit peu, mais
tout ça, moi, je suis resté droit et je me suis vraiment battu comme un fou, quoi. Battu comme un fou. Et puis, il s'est avéré que sur les 7 matchs gagnés, donc dans le début de saison, là, 7 fois, j'avais joué plus de 20 minutes. Donc, t'étais le facteur donc, X. Tu vois, après, c'était que les stats. Donc, quand je dis, mais attends, ça fait 7 matchs, je joue 20 minutes et 7 fois, on gagne. Donc, voilà. Et puis après, voilà, ça a continué. Je rejoue un petit peu plus, 15 minutes, jusqu'à la fin de l'année. On se sauve à la dernière journée. Après, il décide de me re-signer à 1 an. Donc, je me dis, allez, pourquoi pas, je re-signe 1 an. T'étais surpris quand il t'a re-signé? Bon, en fait, la fin de saison, je jouais un peu plus, j'avais un rôle un peu plus important. Ouais. Et puis, j'avais quand même montré quelques bonnes choses. Donc, c'était dans la continuité. Et puis, je jouais, c'était sur le terrain, je jouais. Donc, je me suis dit, bah, voilà, il a confiance en moi. Et puis, ça peut être une bonne opportunité le gars, tu le connais, tu sais ses systèmes, tu sais tout. Donc, tu peux t'affirmer. La stabilité, c'est très important. Il coach encore cet entraîneur que tu avais? Non, il a arrêté. D'accord. Okay. Et donc, c'est là où je me dis, saisis ta chance et tout. Donc, je re-signe 1 an. Donc là, tout se passe bien, tout ça. Sauf qu'il se fait virer. Il se fait encore, on change de coach encore en décembre. D'accord. Et donc là, je me dis, la saison, elle se passait plutôt bien. On était 7e, on est arrivé. Par contre, on est arrivé. Là, tu parles de l'an dernier, là. Là, tu parles de l'an dernier. Non, je te parle de la 2e année. On est en quelle année à ce moment-là? On est en 2017, en 2014. Ok, d'accord. En décembre 2014, ouais, je pense que c'était 2014. Donc on change de coach et là, donc il y a Neno Aceric qui arrive. On était un petit peu 15-14e quoi. Et donc là, ils prennent un coach serbe. Donc je me dis, il y a les Serbes là, j'ai entendu parler, je sais que c'est que ils travaillent. Et donc les premiers entraînements avec le mec, c'était Thomas, tu fais que couper, tu touches pas le ballon et tout. Je dis, c'est quoi ça? Et finalement, en fait, c'est le coach avec qui je me suis mieux entendu entre guillemets. J'ai fini la fin d'année, donc on s'est sauvé. Enfin, on a terminé 11e peut-être. Et donc j'ai re-signé 2 ans. Donc là, j'ai re-signé 2 ans. Lui, il avait signé 2 ans. Donc moi, j'ai re-signé 2 ans. Il a dit ouais, je veux t'accompagner. Donc j'ai signé 2 ans. Et donc là, on a terminé en 10e en 2015. En 2016, on a terminé 8e. On a fait les playoffs. On a perdu au premier tour. Donc vous progressez petit à petit. Et là, cette année, vous êtes 2e. Donc évidemment, ouais, ça c'est que de la progression, quoi. On a fait 17e. Alors après, attends, on a fait Thomas. 11. Ouais. J'accélère un tout petit peu. Ouais. Parce que je veux qu'on aborde le moment où tu te blesses malheureusement. Parce que donc vous progressez. L'année dernière, tu fais peut-être l'un de tes meilleurs débuts de saison en carrière. Ouais. Et malheureusement, tu te blesses. Ouais, et tu te fais les ligaments croisés. Voilà, je fais Alors, c'est ça, ouais. C'était en plein match, sur une action? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'était le 4 avril, je dis pas de bêtises. On sortait de 3 matchs d'affilée. Il y a eu un blessé à mon poste, l'américain. Donc évidemment, l'américain qui est blessé à mon poste, moi qui prends plein de minutes, 32 minutes. Et donc tout seul, 3e match dans la semaine, tout seul, contre-attaque. Aucune sensation dans le match, que des sensations bizarres. Je fais un appui décalé devant un mec tout seul. Sur mon premier appui, je m'écrase et puis il y a des ligaments croisés. Tout seul, je sais pas comment, le genou a fait tac-tac, j'ai senti directement qu'il y a eu un problème. Et là, donc, je me blesse. Là, je me suis dit, c'est sûr qu'il y a un truc de grave parce que j'ai jamais senti ça. J'ai pas eu de douleur, mais j'ai senti que mon genou s'est déboîté. C'est bizarre. C'est un petit peu quand tu sautes, tu sens ton genou retomber quand tu tombes fort dessus. Ouais. Là, j'ai senti qu'il est parti sur le côté. Et paf, des deux sens. Donc, je me suis dit, là, il y a un truc. Donc, j'ai soufflé, j'ai dit, c'est fini, c'est mort. Voilà, j'ai attendu le lundi. Et le lundi, on a fait l'IRM. Et là, le gars, il passe devant moi. Je lui dis, alors? Il me dit, c'est pété. Genre, il me dit ça normal. Ouais, rupture complète.
Moi, ce que j'avais trouvé impressionnant, Thomas, c'est que, bon, effectivement, alors que tu étais en pleine ascension, tu vis ça, c'est très difficile, surtout à ton jeune âge. Et je t'avais écrit d'ailleurs, on avait communiqué vite fait sur les réseaux sociaux. J'avais trouvé la façon dont tu l'avais pris. Tout de suite, tu t'es dit, c'est la vie, je vais revenir plus fort. Et tout de suite, tu étais en mode guerrier. Et j'ai pas l'impression que c'était de la comédie, j'ai l'impression que c'est vraiment ta mentalité. Tu peux nous dire comment ça se fait que tu aies réagi comme ça plutôt que... En fait, peut-être que sans le vouloir, je t'ai préparé à une blessure. Peut-être que en voyant d'autres se blesser, je t'ai préparé en fait à me dire je suis blessé. Et le moment où je me suis blessé, je me suis dit ok, là t'es blessé. Maintenant, il faut que t'avances. Tu peux pas rester sur ça. Tu savais que c'était une étape dans la vie d'un sportif qu'à un moment donné, t'allais rencontrer la blessure. Ouais. T'as goûté en gros à une bonne saison, peut-être très bonne saison, qui allait peut-être me permettre d'avoir des opportunités beaucoup plus, des clubs beaucoup plus réputés, et peut-être de la proie. Mais ça c'est fini, c'est derrière toi. Donc maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? Voilà, je me suis posé ça comme question. Je dis qu'est-ce que tu peux faire? Eh ben, je me suis dit voilà, moi j'ai toujours voulu être plus physique. Travailler mon physique, travailler mes appuis, être plus costaud, me sentir encore mieux dans mon corps. J'ai envie de revenir encore plus fort parce que j'ai fait ça entre guillemets avec ce corps-là. J'ai fait ça en connaissant, j'ai fait ça. J'ai fait une bonne saison, mais je sais que je peux en faire encore mieux. Je sais que je peux progresser encore plus. Donc qu'est-ce que tu peux faire pour ça? Et là, je me suis dit ça sert à rien de se dire voilà, il y a plus grave dans la vie. Donc directement, je me suis dit, voilà, il faut que... Je suis en mission. C'est là que tu as commencé à faire plus attention nutritionnellement et à commencer à faire plus de fitness. C'est là que tu as commencé tout ça? J'avais commencé beaucoup avant. Déjà, en fait, je faisais beaucoup attention avant. Mais là, ça m'a mis un petit coup de vieux en disant, ah ouais, là, peut-être que tu aurais dû te coucher plus tôt. Là, tu aurais dû faire ça. Là, tu aurais dû faire ça. Et c'est vrai que ça m'a mis encore un coup de boost parce que je me dis, maintenant que tu as l'opportunité de pouvoir bosser ton corps sans excuse. Parce qu'évidemment, avant, t'avais les matchs, t'avais les entraînements. Ah non, là, c'est le repos, c'est important. Là, t'as plus d'excuses, là. Là, tu peux avoir mal aux jambes, tu peux avoir mal aux bras pendant 6 mois, t'as plus d'excuses, il y a rien qui peut t'arrêter. Donc, je me suis dit, voilà, je vais bosser sur ça. Et surtout, faut pas que je commence à cogiter tout ça parce que c'est dur. Enfin, ça peut être dur. Il y a des moments où c'était dur, des journées où c'était dur parce que tu te dis, putain, encore 6 mois, encore 7 mois. Mais sauf que voilà, je me suis servi de ça pour avancer. Je me suis dit voilà, il faut que je revienne, il faut que je défonce tout. J'ai connu une blessure, j'ai connu un petit peu ce que c'était la Pro B. Maintenant, il faut que je défonce tout, faut que je revienne encore plus fort. Et voilà, je me suis dit en gros dans ma tête, je me suis dit voilà, les gens ils vont t'oublier. Est-ce que tu penses, parce que on a eu dans le programme Eli, on a eu aussi Sabri, comme je disais tout à l'heure, tu écouteras ce qu'il disait, et ils ont tous les deux donc traversé des blessures assez graves, et j'ai l'impression que ça les a servis à revenir plus fort. Est-ce que tu penses que toi c'est le process? Est-ce que tu penses que du coup ça va te permettre de revenir encore plus fort que tu ne l'étais, et que presque c'est devenu quelque chose de bénéfique en fait d'avoir traversé ce moment négatif? Mais ça c'est sûr parce que rien que la patience, apprendre la patience, là tu apprends à écouter encore plus ton corps, t'apprends à faire encore plus attention, à t'échauffer mieux, t'apprends à avoir un œil extérieur. Tout ce temps-là, tu observes tout le monde, t'observes un petit peu, tu te documentes et évidemment dans la tête tu te forges un caractère parce que tu te dis voilà j'ai traversé ça. Maintenant je vais prendre du plaisir dans ce que je vais faire et j'ai pas envie que ça recommence. Donc je vais tout faire pour que ça se passe bien. Et je pense comme je t'ai dit tout à l'heure, tu prends un petit coup de vieux en me disant en gros là je me suis dit mon corps m'a trahi. Tu vois, c'est mon corps qui m'a trahi. Mon corps mais est-ce que moi j'ai tout fait pour que mon corps il me trahisse pas? Tu vois. Ouais. Et donc rien que physiquement, après physiquement j'ai bossé pour me sentir mieux maintenant et rien que ça je pense que tu reviens déjà plus fort
Et après, dans la tête, la patience, tout ça, là c'est sûr que tu reviens plus fort après une longue blessure comme ça. Ouais. Et là, tu en es à quelle étape, là, du coup? Donc là, je suis à 7 mois. 7 mois et à moins une semaine. Donc là, j'ai reprends l'entraînement dans la semaine ou la semaine prochaine. Donc c'est les délais. J'ai bossé comme un fou, mais bon, eux, ils veulent les délais. Donc on fait les délais, même si c'est dur. Parce que toi, là, tu te sens opérationnel, là? Ouais, là, je me sens... Okay. Je me sens d'attaque, un peu trop même. Mais je sais qu'il va falloir que je me contrôle parce que bon... Mais bon, là, je me sens opérationnel et puis c'est assez long. Mais physiquement, je suis prêt. Mentalement, je suis prêt. Je m'entraîne tout seul comme un fou. J'ai fait, je sais pas, j'ai pas pris de vacances. Je me suis marié cet été, j'ai pas pris de vacances. Je suis retourné sur Bordeaux un petit peu. J'avais que des séances de kiné 3 fois par semaine. J'allais en muscu presque tous les jours. Tu sais, j'ai rien eu. J'ai pensé qu'à mon genou. Je me suis dit voilà, focus sur toi, focus sur ton genou. Et donc là, je suis à 7 mois. Je devrais reprendre fin décembre, début janvier, les matchs officiels. Et c'est vrai que ça me tarde. Voilà, ça me tarde. T'as parlé avec ton coach là pour savoir ce qui comptait faire de toi cette année, comment il comptait t'utiliser. C'est un petit peu le mystère parce que bon, comme tu l'as dit, là on est deuxième, donc ils ont perdu qu'un match. Il y a un très bon groupe. Après, il n'y a pas de joueur comme moi qui apporte ce que moi je peux apporter. Moi, j'ai envie de revenir, j'ai envie aussi de prendre du temps de jeu, j'ai envie que l'équipe marche. Donc, pour l'instant, c'est un peu le flou. Après, voilà, moi, je suis un soldat. Hein. Tu me dis, tu fais ça, je vais le faire. Donc, tu me dis, il faut que tu rentres dans le grand là, je vais rentrer dedans direct. Donc je m'inquiète pas pour ça. Quand je serai opérationnel, je vais aller le voir, je vais lui demander voilà, tu attends quoi de moi? Il m'avait parlé un petit peu de poste 3-4 fuyant, un peu shooter, bon ce que je suis déjà. Après clairement sur le jeu, je sais pas trop, mais en tout cas, je sais que tout ce qui est défense, rebond, se battre, tout ça je peux l'apporter. Après s'il me dit mes 40 points, ce qui arrivera sûrement pas, ça sera plus compliqué. Mais s'il me demande, voilà, Thomas, dans un premier temps, tu défends comme un fou, tu l'arrêtes, tu prends des rebonds, voilà, ça, c'est pas compliqué, ça. À part toi, y a que toi qui peux le contrôler, ça. Donc, ça me fait pas peur. Après, on verra s'il m'intègre dans les systèmes offensifs, s'il a un peu plus de responsabilité. Ça, tu crains ça un peu de rejoindre une équipe qui tourne bien? C'est toujours plus compliqué. Est-ce que c'est une crainte pour toi? Dans tous les cas, tu peux voir le bon côté comme le mauvais côté. Donc si je commence à me dire ouais, attends là ils sont trop bons là, il faut pas que je joue parce que sinon on va perdre. Ou si tu te dis je vais apporter encore un plus. Moi, je sais ce que je vais pouvoir apporter. En plus. Je sais même si je dois refuser 1-2 shoots, si je dois me sentir un peu moins bien et peut-être me rabaisser entre guillemets, je vais rentrer dans ce système parce que vu que ça marche, ça peut que me mettre en valeur par la suite. Ouais, t'as certainement raison. Donc pour moi, j'essaie de voir dans cette vision-là, de me dire, je vais tout faire pour vraiment m'adapter à l'équipe, m'adapter au coach, parce que c'est un nouveau coach, c'est une nouvelle équipe. On a changé le coach et 9 joueurs. Donc je vais essayer de m'adapter un maximum, montrer que je suis bien revenu physiquement, ce qui est très important, pas de rechute ni rien. Et ensuite, après, voilà, si ça se passe mal, ça se passera mal, je serrerai les dents et puis je ferai mon taf à côté. Et si ça se passe bien, ça sera bonus. Mais en tout cas, je vais tout faire pour que ça se passe bien. Non, mais t'as raison. T'as clairement la bonne tu façon. Tu vois, après, voilà, c'est comment tu y réfléchis aussi. Mais c'est vrai que quand il pense, ça peut dire, le coach, il peut dire, ça roule bien. Donc, Thomas ou pas Thomas, même s'il fait une bonne saison, tout ça, même s'il était peut-être en gros le joueur sur qui j'allais compter, ça va peut-être être la personne qui va nuire au groupe. Ouais. Donc c'est vrai que tu sais pas trop, mais moi je pars dans l'optique où je vais tout faire pour rentrer dans les plans et pour pouvoir aider l'équipe et puis revenir bien individuellement. Et puis de toute façon, il paraît que quoi qu'il arrive, tu as toujours un gris-gris sur toi. Ouais. Alors c'est quoi ce gris-gris? T'es beaucoup renseigné, toi, quand même. Hein. Dis-nous, c'est quoi ce gris-gris?
Ah, j'ai un petit gris-gris voilà, qui porte chance, quoi. C'est africaine, quoi. Hop. C'est quoi ce gris-gris? Okay. D'accord. C'est important de se protéger, et puis ouais, c'est important. Pour moi, c'est très important. Je me demandais, en voyant Elie Okobo hier sélectionné pour l'équipe de France, qu'en est-il de Thomas? Est-ce que Thomas va bientôt rejoindre l'équipe de France? Qu'est-ce qui se passe? Après, c'est vrai que je l'ai déjà fait en U18. J'ai oublié de te dire, j'ai fait une championnat d'Europe. J'ai eu de la chance, des blessés de partout. Moi qui suis là, qui me fait virer, finalement il y a un blessé, je me fais rappeler. Et l'équipe est complètement désorganisée parce que c'était le Evan Fournier qui s'est blessé et moi qui arrive comme ça et je prends ma place. C'était la doublure d'Evan Fournier. Voilà, la doublure, Putain. voilà, il manquait. Et donc j'ai eu de la chance, j'ai fait un championnat d'Europe, puis voilà, c'était une bonne expérience. Revenons au sujet, l'équipe de France, ouais, c'est sûr que ça fait rêver. Après c'est l'équipe de France, quoi. C'est un petit peu fermé, on va dire. Il y a beaucoup de joueurs dans un premier temps et il y a aussi beaucoup les joueurs du coach. Après, comme j'ai pu t'en parler moi, mon but, c'est d'aller jouer pour le Sénégal, donc le pays de mon père, mes origines. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de comment dire, c'est plus déjà opportunité, certes, et encore parce que va voir les joueurs là-bas. Il y a des très gros joueurs, effectivement, et de plus en plus, et mais surtout la ferveur qu'il y a, tu vois, découvrir un petit peu, ça te permet aussi d'intégrer encore un peu plus dans tes racines. Mon père aussi qui a été international au foot. D'accord. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, même quand j'étais petit, que je connaissais pas encore mon père. On me disait que j'étais sénégalais, même si je ressemble aucunement à un sénégalais. Voilà, j'étais vraiment derrière en Coupe du Monde, par exemple, j'étais le seul de l'école à être pour le Sénégal, même si pour moi le Sénégal c'était l'inconnu. Mais c'est pour te dire, voilà, j'ai toujours voulu ça, et puis découvrir l'ambiance, voilà, la ferveur, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup plus qu'ici en France. Voilà, on est beaucoup plus derrière. Voilà, en Afrique, beaucoup plus derrière l'équipe nationale. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et donc là, il faudrait que je vais faire les papiers pour avoir la double nationalité. Et ensuite, pourquoi pas essayer d'aller faire Coupe d'Afrique, Coupe du Monde, parce que ça peut aller vite, hein. T'as déjà des touches? Mais comme Mehdi, mais c'est vrai que Mehdi Labéry, ce qu'il a fait, ça fait rêver, quoi, tu vois, faire clair. les JO. Attends, tu te dis pourquoi pas? Est-ce que t'as déjà des contacts, des petites touches? Non, j'ai rien du tout même. Après, ça sera à moi, ça sera à mon agent de faire de pourquoi pas faire une présélection, tout ça. Mais c'est vrai que j'ai réfléchi depuis 2-3 ans là. Et là, je vais vraiment m'actionner pour pourquoi pas essayer de rentrer dans cette équipe-là. Et puis c'est quelque chose qui peut être que bénéfique pour toi, découvrir d'autres choses. Voilà, le pays de mon père, mon pays, quoi. T'es conscient, pardon, qu'en équipe nationale du Sénégal, les postes intérieurs sont vraiment chargés, quoi. Il y a des costauds là. Donc toi, tu serais vraiment un 3 à part entière. Donc ça pourrait te convenir. Après, c'est ça. Moi, je suis assez polyvalent. Quand je suis arrivé pro, on m'a dit si tu veux jouer, il faut que tu sois 4. Donc j'ai joué 4 et mes formations 3. Donc ce qui est important, c'est que voilà, je peux aider sur les deux postes. Je peux aider sur le 4 aussi. Et puis au Sénégal, voilà, les postes intérieurs, c'est du très solide. Après, là, il y a des entre guillemets des vieux. Il y a Malay Ndoye qui a pris sa retraite. T'as Antoine Mendy qui est assez âgé. Et donc évidemment, ça laisse entre guillemets de la place au poste 3, quoi. Ça laisse de la place au poste 3. Alors pourquoi pas avoir la chance d'y être. Après, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs aussi, mais c'est vrai que ça peut être aussi une opportunité, hein. On croise les doigts. Voilà. Hein. Pourquoi pas un petit France-Sénégal avec
Ellie contre Thomas. et Thomas. Ouais, moi, je défends pas contre le meneur, c'est bon. C'est le match qui va diviser Bordeaux, ça. C'est trop rapide. C'est trop rapide. Qu'est-ce que t'en penses d'ailleurs d'Ellie en équipe de France? Ça te fait plaisir? Ben ouais, moi ça me fait plaisir. Je l'ai vu là la semaine dernière parce qu'ils ont fait un stage à Lille. Ils ont fait un stage à Lille. Ils ont joué contre l'équipe de Lille. Bon, moi qui jouais pas encore. Malheureusement, il était un peu le match contre Lille, il a loupé ses tirs et puis voilà, là, ça s'est bien passé, série, mais il a eu un peu de loupé, les autres ont bien marqué et tout ça. Mais franchement, c'est bien ce qu'il fait, c'est bien parce que déjà il y a 3 ou 4 ans, personne pensait qu'il allait déjà être basketteur entre guillemets professionnel. Mm-hmm. Là, il a déjà montré en Pro A. Il montre même très bien qu'il peut s'adapter en poste 1, en poste 2, qu'il peut être scoreur, qu'il peut être passeur. C'est du solide. Et là en plus, là qu'il est en train de jouer contre la Bosnie, il est pas encore rentré, mais c'est vraiment quelque chose d'énorme, quoi, parce qu'il part de entre guillemets, il part de loin. Il a vraiment un parcours qui fait rêver tout le monde parce que c'est pas, voilà, il jouait pour s'amuser, puis d'un coup il est arrivé à Pau, et en 1 ou 2 ans, et bam, il a explosé. C'est clair. Et c'est incroyable. Après, il faut qu'il continue à bosser, et puis voilà, il faut pas se mentir. Maintenant, nous on attend NBA, hein. Il y a pas de, c'est sûr. Il y a pas de, il faut pas commencer à dire ouais, non, voilà. T'as écouté lui-même? T'as écouté son interview? Non, j'ai pas. Il faudrait que j'écoute. Ouais. Il faudrait que tu l'écoutes. En tout cas, ce que je voulais te dire, Thomas. Bon, je te remercie encore une fois d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions. Moi, ce qui me plaît, c'est que Ellie, comme toi, t'écouteras l'interview d'Ellie. Vous êtes restés des gars simples, tu vois. Vous prenez pas la tête. On voit que vous êtes posé, que vous êtes calme. Voilà. Quand ton coach, tu nous parlais tout à l'heure de l'assistant coach qui avait repris le coaching, qui te disait t'as le melon. C'est tout sauf toi en fait. Donc direct, on sait que c'est pas possible qu'il fait une mauvaise analyse. Et franchement, je te souhaite de rester comme ça. Et puis, comme tu as dit, pour Ellie, c'est allé très vite, donc ça peut vraiment être le cas pour toi aussi. Et donc voilà, je te souhaite que des bonnes choses pour la fin de saison. Et si tu veux le mot de la fin, à toi le mot de la fin. Bah non, après le mot de la fin, ça sera vous remercier déjà pour m'avoir appelé et surtout vous dire continuez ce que vous faites parce que on a besoin de ça. Et tout ce que tu fais pour Bordeaux, pour tout autour, et même toi aussi Jordan, hein, franchement c'est bien, il faut continuer parce que même si on vous donne de la force, il faut toujours vous donner encore plus parce que c'est vraiment bien ce que vous faites. Merci toi. Et voilà, vous remercier pour tout ce que vous organisez, tout ça, ça fait évoluer, voilà, ça fait avancer les choses et puis c'est ce qu'on aime et c'est ce qu'on veut, quoi. Merci. Donc voilà, merci à vous. Merci. Tant qu'on a des gars comme toi qui répondent OK, on pourra continuer. C'est ça. Nous, on fait tout ça parce qu'il y a des gars comme toi. Parce qu'il y a des Bordelais qui percent et qui se battent et qui arrivent à atteindre le haut niveau. Ok, c'est gentil. Alors, Thomas, dernière chose. Est-ce que, parce que à chaque fois que j'ai croisé Emma, je lui dis passe le bonjour à Thomas. Ouais. Est-ce qu'elle le faisait? Ouais, elle le fait. Bon, Emma, elle le fait. C'est bien. Ok. Elle le fait, ouais. Moi, j'avais juste une petite question. Tu penses qu'on va pouvoir te revoir sur les terrains d'ici combien de temps? Là, objectif, c'est 22 décembre. Il y a un match contre Roanne. Et ça sera c'est mon objectif de revenir le 22 décembre. Si c'est pas le 22 décembre, ça sera le 27. Si c'est pas le 27, ça sera le 12 janvier. Les dates, elles sont précises. Ok, ça marche. Elles sont précises. Bon, on est prêt. On va suivre ça de près. Début 2018, c'est la nouvelle année qui démarre. Voilà. Donc on verra comment ça se passe sur les entraînements, mais en tout cas, tout va s'accélérer. Bon, on va se remettre à suivre les résultats. Ouais, pas de souci. Merci beaucoup, Thomas. On te souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci bonne à soirée, vous. bonne saison. De même. À bientôt. Ciao. Salut, Thomas. Salut. The officials are ready. The players are ready. Skypark Podcast. Undisputed #1 attraction, the pound for pound superstar. Pour vivre basket, il faut penser basket. It's over! Unbelievable!